Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous voir. De vous voir que moi, ouais, non, oubliez ça, ce bout de phrase-là. Alors, ça me fait plaisir de vous offrir la première capsule explicative de notes de cours du chapitre 16.1. Le chapitre 16, ça va être sur les statistiques et le pourcentage. Alors, il y a beaucoup de ce chapitre-là que c'est déjà de la révision de l'an passé. Alors, c'est pour ça que cette semaine, on va voir le 16.1, la semaine prochaine, 16.2, et dans l'autre semaine d'après, ça va être le 16.3 où on va se concentrer sur les pourcentages. Par la suite, ça va vraiment être de la révision. Je vais revenir sur le cercle, je vais revenir sur le cylindre, sur les solides aussi, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin, mi-juin à peu près. Alors, je trouve que vous êtes un petit peu trop gênés pour me poser des questions. Gênez-vous pas si vous en avez des questions de me dire est-ce qu'on peut se voir par Teams, puis on se part une conversation en privé, puis je vous donne des explications en lien avec ce que vous me posez comme question et ça me fera plaisir. Alors, le chapitre 16.1, vous allez voir, la majorité des notions, c'est de la révision. Si vous regardez la première page, on vous parle dans le fond du caractère. Le caractère, rappelez-vous, alors, un petit peu de marqueur, rappelez-vous, je n'ai pas changé ça. Alors, le caractère, c'est ce sur quoi porte la recherche de données. Alors, le caractère, c'est comme le sujet. C'est la même affaire, le sujet d'une étude statistique. Il y a deux types de caractères possibles. Alors, le qualitatif et le quantitatif. Qualitatif, c'est quand vos réponses que vous obtenez sont des mots ou des codes. Quantitatif, c'est quand vos réponses que vous obtenez, ce sont des nombres. Il y a deux types de caractères quantitatifs. Vous avez le caractère quantitatif discret et quantitatif continu. Alors, le discret, c'est quand vos données sont des nombres entiers. Tu as combien de frères, tu as combien de sœurs, voilà. Quantitatif continu, c'est quand tes données peuvent être des nombres décimaux. Tu as combien d'argent dans tes poches? Il y en a un qui a 5 $, l'autre a 3,25 $. La taille, il y en a un qui mesure 6 pieds, mais l'autre mesure 5 pieds 8 pouces, 5 pieds 3 pouces, ou 178 cm, 178,5 cm. Alors, on va appeler ça des données quantitatives continues. Ensuite, sondage. Rappelez-vous, l'an passé, vous avez vu qu'est-ce que c'était qu'un recensement. Un recensement, c'est quand on questionne absolument toute la population. On fait ça très, très rarement parce que c'est beaucoup trop long et ça coûte beaucoup trop cher. On va plus faire des sondages. Des sondages, c'est quand tu prends ta population, tu construis un échantillon, c'est un sous-groupe de ta population, puis à partir de ton échantillon, tu vas les questionner et les résultats que tu obtiens, ça va être les résultats que tu vas appliquer à ta population. Quand l'échantillon est bien, bien, bien construit, ça peut vraiment donner d'excellents résultats et ça va représenter presque à 98-99% les résultats que tu aurais obtenus pour ta population si tu l'avais questionné au complet. Alors, la majorité du temps, on fait des sondages, on construit des échantillons, puis à partir des résultats obtenus au niveau des échantillons, là, tu vas pouvoir dégager des informations sur ta population. C'est ça le principe de l'échantillon. Alors, le sondage recherche d'informations sur une partie d'une population appelée échantillon afin de tirer des conclusions sur l'ensemble de ta population. Les différents types de diagrammes statistiques, rappelle-toi, tu en as vu quelques-uns l'an passé. Tu as vu le diagramme à bande. Alors, le diagramme à bande, il y a diagramme à bande verticale, horizontale. La majorité du temps, on construit les diagrammes à bande quand les données sont qualitatives. Diagramme à bande, diagramme à ligne brisée, c'est souvent quand il y a une évolution dans le temps et c'est pour des données quantitatives la majorité du temps qu'on construit la ligne brisée. Diagramme circulaire, alors le diagramme circulaire, tu as appris à construire ça l'an passé aussi. C'est autant pour du qualitatif que du quantitatif. Cette année, la semaine prochaine, on va travailler sur les diagrammes circulaires avec les tableaux de distribution, mais cette fois-ci, je ne te demanderai pas d'en construire, je vais te demander d'être capable de tirer des informations importantes en lien avec ça. Alors, voici ta première page de notes de cours. La majorité de ces informations-là, tu les avais déjà vues, peut-être pas quantitatif discret, quantitatif continu, mais ce n'est pas de la nouveauté.
Voici maintenant la deuxième page des notes de cours 16.1. Alors, regarde la première information qu'on vient te donner, qui est de la révision. Il est parfois impossible, inutile ou trop coûteux. C'est souvent ça les deux raisons pourquoi on ne va pas questionner toute ta population. Alors, inutile ou trop coûteux de réunir des informations concernant tous les éléments d'une population. On choisit alors un échantillon, c'est-à-dire une partie de ta population. À partir des données obtenues avec cet échantillon, on tire des conclusions pour l'ensemble de la population. C'est ça le principe d'une étude statistique quand on fait un sondage plutôt qu'un recensement. Alors, méthode d'échantillonnage, alors ça c'est nouveau, on va le mettre d'une autre couleur. Alors, méthode d'échantillonnage et source de billets. Ce sera pas long. Ici. Et source de billets. Ce sont les deux nouveautés de tes notes de cours 16.1. Et les méthodes d'échantillonnage, tu vas continuer de travailler ça en secondaire 3. Source de billets, c'est une information qu'il faut que tu saches. Tu n'as pas le choix. Alors, les méthodes d'échantillonnage, qu'est-ce que c'est? C'est la façon d'aller construire l'échantillon. Alors, afin de s'assurer que les conclusions tirées à partir d'un échantillon représenteront bien la population, on utilise différentes méthodes pour construire un échantillon représentatif de la population. Alors, première façon, aléatoire simple. L'aléatoire simple, c'est le plus facile, c'est le plus de base. Alors, imagine que je veux questionner une partie des élèves de la frontalière, des 750. Je mets les 750 noms dans un chapeau, puis j'en pige 50. Mon échantillon, ça serait les 50 pigés. Alors, c'est très, très basique comme méthode d'échantillonnage, mais il y a des fois que ça peut fonctionner, que je n'ai pas besoin de mettre de l'ordre là-dedans. C'est pas très grave si je ne respecte pas la proportion du secondaire 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Fait que l'aléatoire simple, c'est le plus ordinaire. On te dit pour constituer un échantillon aléatoire simple, tous les éléments de la population doivent avoir la même probabilité d'être choisis. Si tu les mets dans un chapeau, tu les tires, alors même probabilité d'être choisi, c'est le hasard qui détermine. C'est pour ça qu'on l'appelle aléatoire. Aléatoire, ça veut vraiment dire que c'est le hasard qui détermine. Systématique, c'est un petit peu plus organisé. La systématique, imagine que je demande à Sandra en bas, la responsable des dossiers informatiques. Alors, sors-moi la liste de tous les élèves de la frontalière, de secondaire 1 à secondaire 5, par ordre. Et à partir de cette liste-là, regarde ce qui est écrit. L'échantillonnage systématique consiste, à partir d'une liste de tous les éléments d'une population, exactement ce que j'ai, à choisir un énième élément suivant, je recommence, à choisir chaque énième élément suivant un premier élément choisi au hasard. Alors imagine, à partir de ma liste de 750 élèves, supposons que je décide d'en prendre un premier au hasard. C'est exactement le systématique. Tu en prends un premier au hasard, puis ensuite tu fais des bons constants. Alors imagine que tu prends ton 23e, c'est ton premier. Puis ensuite, tu décides de faire des bons de 20. Fait que tu vas aller chercher la 43e élève, 63e élève, 83e élève, 103e élève, 123 et ainsi de suite. Et c'est de cette façon-là que tu construirais ton échantillon. Maintenant, moi, j'ai décidé de choisir le 23 comme premier élément. Tu peux décider de prendre le 5e, le 17e, le 43e, ça n'a absolument pas d'importance. Puis les bons, c'est toi qui les choisis aussi, là. Dans le fond, ce qui est important dans la systématique, c'est que tu vois qu'on respecte un certain ordre. Alors, un premier au hasard et ensuite, tu fais des bons constants. Fait qu'on pourrait tous en choisir un premier au hasard différent, puis ensuite faire des bons de 5 ou de 10 ou de 20 ou de 23 ou de 46. Ça n'a pas d'importance. Mais tu te rends compte avec la systématique qu'on passera à travers toute la liste de tous les élèves de secondaire 1 à secondaire 5. Fait qu'on se retrouve avec un échantillon qui est un peu plus organisé que l'aléatoire simple. Alors, voici les deux méthodes d'échantillonnage que je vais te faire travailler dans le cahier d'exercice. Source de billets. Qu'est-ce qu'un billet? Je vais boire une gorgée d'eau. Tu es habitué que je boive de l'eau. Je continue. Source de billets. Un billet, en mathématiques, regarde, les sources de billets sont différentes causes qui peuvent mener à des conclusions erronées. Alors, ça veut dire qu'il va se produire quelque chose à un moment donné dans l'étude statistique qui va faire que les résultats que tu vas obtenir, ils vont être faussés en grande partie ou en petite partie.
Regarde la première source de billets. Un échantillon non représentatif de la population. Alors imagine, c'est complètement niaiseux ce que je vais te donner comme exemple, mais c'en est un. Toujours par rapport aux élèves de la frontalière, mes 750 élèves de la frontalière, c'est ma population. Je veux construire un échantillon à partir de ça. Puis je questionne les élèves qui vont à l'école Rivier. Alors un échantillon complètement non représentatif. Les résultats que tu obtiens vont être complètement faussés. Alors voici un exemple de source de billets qui s'appelle échantillon non représentatif de la population. Mauvaise formulation de la question. Imagine que je pose comme question aux élèves de la frontalière, à mon échantillon, à mes 50 élèves, ne crois-tu pas qu'il est mauvais de fumer la cigarette? Alors, il ne faudrait pas que tu fumes la cigarette. Alors, une question qui est trop longue, qui finit plus, qui a des négations, puis que ça fait que la personne reçoit ça comme question, ben, je comprends absolument pas c'est quoi, puis tu donnes une réponse qui n'est pas vraiment bonne. Alors, ça fait automatiquement quoi, ça? Ben, ça fait que les résultats vont être faussés en partie et on va dire que les résultats sont biaisés parce qu'il va y avoir une mauvaise formulation de la question. En statistique, il faut que tes questions soient courtes, qu'il n'y ait pas de négation, puis il faut que ça soit très précis. Puis il ne faut surtout pas que tu viennes influencer. Sachant que fumer la cigarette cause plein de maladies, est-ce que tu fumes la cigarette? Imagine s'il y a un bout de phrase qui vient influencer la personne qui va donner la réponse, automatiquement, ça ne sera pas pantoute tentant de donner la vraie réponse. Alors ça, on peut dire que c'est une mauvaise formulation de la question, mais on peut aussi dire que c'est l'attitude de la personne qui fait le sondage. Si comme sondeur, la personne qui fait le sondage, elle vient t'influencer de façon négative ou elle vient t'influencer de ne pas répondre la vérité, bien, automatiquement, ça veut dire que ta réponse va être biaisée. L'objectif d'une étude statistique, c'est vraiment que les réponses ne soient pas influencées par absolument rien et que ce soit la réponse que tu donnerais, que tu sois seul ou que tu la donnes à personne, que ce soit par écrit ou que ce soit au téléphone. Ensuite, une représentation inadéquate des résultats obtenus. Ça veut dire qu'à un moment donné, il s'est produit une erreur tout au long de l'étude statistique. Soit que la personne qui a recueilli les informations a fait une erreur en le transcrivant, soit la personne qui a traité les informations a fait des erreurs aussi. Alors, automatiquement, ça veut dire qu'il y a des erreurs qui se sont produites à quelque part et que les résultats sont biaisés. Et on donnerait comme source de biais la représentation inadéquate des résultats obtenus. Finalement, rejet d'une trop grande partie de la population, de l'échantillon, Imagine que je pose comme question à mes 50 élèves du secondaire, toujours par rapport à mon échantillon, quel est le salaire annuel de tes parents? Ou as-tu déjà consommé de la drogue? Ou est-ce que tu as déjà fumé la cigarette? Aussitôt que tu rentres dans des questions en lien avec l'argent, en lien avec l'alcool, la drogue, c'est très, très personnel. Alors souvent, les gens vont mentir plutôt que de dire la vérité dans des études statistiques. Alors on va dire que si la question, elle n'est pas bien formulée, elle n'est pas claire, puis qu'on ne donne pas la possibilité à la personne qui répond au sondage un choix de réponse, c'est souvent ça qui est utilisé pour être capable de rendre la personne à l'aise puis qu'elle ne soit pas trop gênée de donner la vérité, de dire la vérité. Alors, on va, par exemple, quel est le salaire annuel de quelqu'un? On va dire, on va donner des choix de réponse. A, de 0 à 20 000. B, de 20 000 à 40 000. C, de 40 000 à 60 000. Les gens se sentent moins gênés d'aller dire une information plus confidentielle quand c'est sous forme de choix de réponse que quand c'est une question directe. Supposons que tu poses une question directe à mes 50 élèves de la frontalière, pas élèves de la frontalière, mais élèves de mon échantillon, puis puis que j'en ai le 3/4 là-dedans, qui ne me répondent pas parce qu'ils sont trop gênés, puis ils ne veulent pas répondre à cette question-là, bien, automatiquement, les résultats que j'obtiens, si j'ai 20 élèves sur 50 dans mon échantillon qui ont répondu adéquatement, on ne peut pas prendre les résultats puis dire que ça va représenter la population. On va dire que le biais ou la source de biais, c'est le rejet d'une trop grande partie de l'échantillon. Alors voilà, ce sont les notes de cours 16.1. Si tu as des questions là-dessus, gêne-toi pas d'entrer en contact avec moi par Teams. Ça me fera plaisir de t'expliquer. On peut se faire une vidéo. Si ça ne tente pas une vidéo, on peut se parler par Teams, juste par téléphone.
dépose cette capsule mathématique. J'ai déposé cette capsule mathématique-là sur le 16.1 en même temps que les exercices à faire dans le cahier d'exercices. Alors, jeudi cette semaine, je t'envoie le corrigé du cahier d'exercice en lien avec le 16.1. Gêne-toi pas pour me poser des questions encore. Et la semaine prochaine, on s'attaque au 16.2, tableau de distribution et diagramme circulaire. Ne te gêne pas si tu as du temps cette semaine pour continuer tes exercices du cercle et du cylindre si ce n'est pas terminé. Construire ta feuille de mémoire aussi sur le chapitre 14, cercle et cylindre, si ce n'est pas terminé aussi. Alors voilà, ça m'a fait plaisir. Si tu as des questions, tu ne te gênes pas.